Twip, salut, c'est Alric pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à Tête de Toile, alias Monte en l'air, alias Spidey, alias Spider-Man. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une période particulière de Marvel, à savoir Ultimate Spider-Man. Il faut savoir que pour replacer les choses dans le contexte, fin des années 90, le marché du comics allait très 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 mal, était à deux doigts de se casser la gueule. Puis est arrivé les X-Men de Bryan Singer, de Bryan Singer en 2000. C'est pas l'une des raisons principales du regain, mais ça y a contribué. Du coup, le film a tellement bien marché et l'annonce du Spider-Man de 2002 a été tellement attendue que au début 2000-2001, Marvel Comics a décidé de créer une ligne éditoriale exclusive, enfin principalement pour les nouveaux lecteurs qui viendraient du cinéma. Donc du coup, ils ont repris le catalogue de leurs persos depuis qui ont 70-75 ans d'existence et de les refoutre dans un contexte contemporain. Donc Peter Parker n'est plus photographe pigiste au Daily Bugle, il est webmaster pour le Daily Bugle toujours. J. Jonah Jameson n'a plus la petite moustache à la Hitler, mais arbore une pilosité un peu plus politiquement correcte. Et surtout, on est revenu à un fondamental. Peter Parker n'est plus un trentenaire qui a bourlingué et qui, de loft de Sceaux, en appartement de New York, en statut de professeur ou autre. Non, là, c'est un ado, c'est un lycéen, et il a ses problèmes d'ado. Et ça, c'est super cool. Donc le gros avantage avec cette ligne éditoriale, c'est que les nouveaux lecteurs n'avaient pas besoin de se complexer, de se dire putain, par où il faut que je commence. Tu commençais par cet titre-là, ça te redynamisait toute une mythologie, ça apportait un nouvel angle d'un personnage qui était déjà très riche de base, mais du coup l'univers scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Mark Bagley, qui, pour le coup, sont les détenteurs, je crois, à ce jour du plus grand record, enfin du record du run le plus long sur un titre. Je rappelle qu'un run, c'est la durée qu'a une équipe créative sur un même personnage. Donc Bagley et Bendis, c'est quelque chose comme, je crois qu'il y a eu 75-80 numéros, peut-être plus, je dis peut-être une ânerie, mais dans tous les cas, ça représente quelque chose de colossal pour Marvel. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si tu n'as pas de créateur owned, si tu n'as pas de création propre dont tu as les droits, Marvel et DC par exemple, si tu travailles chez eux, les personnages appartiennent à la maison d'édition. C'est comme si on te prêtait des jouets, tu joues avec. Voilà. Tu racontes ton histoire avec les personnages, après il faut les rendre, mais tu ne touches aucun droit dessus. Tu es payé sur l'histoire que tu fournis, sur le travail que tu fournis. Après tu peux avoir des royalties ou autres, mais ça s'arrête là. Les droits du personnage ne t'appartiennent pas, tu ne peux pas les publier ailleurs, c'est à ces maisons d'édition là. Et Ultimate Spider-Man, du coup, ben, pour moi qui était arrivé à un moment où je m'étais lassé au niveau des histoires, où Spider-Man ne me plaisait plus trop, et surtout que Bagley, enfin, j'avais découvert Spider-Man par Bagley justement en 95, numéro de Strange, numéro 275 avec la Trisentinelle et le personnage de Nova, avec Richard Alexander à l'époque, et non pas son fils Sam dans une version plus récente, que j'ai beaucoup apprécié aussi d'ailleurs au passage. C'était avec ce numéro-là que j'étais vraiment rentré dans le comics. Je disais que dans une autre vidéo que j'avais 30 ans de comics derrière moi, mais véritablement, c'est quand à mes 12 ans, j'étais dedans, j'étais malade. Ma mère m'avait acheté ce numéro de Strange alors que j'étais au lit. Et, c'était, ouais, j'étais mordu direct. Pas par une araignée radioactive, mais par un Strange, édité par Semic. Et du coup, de savoir que Bagley, justement, dont j'adorais le dessin, revenait sur son, sur ce, sur mon poulain entre guillemets,
C'était bonheur. C'était bonheur. Alors, je sais que Chris l'a très bien souligné d'ailleurs, Chris de Comics Raise, que je salue au passage, l'avait très bien souligné. Spider-Man, on voit clairement que c'est la poule aux œufs d'or de Marvel parce que ils ne veulent pas prendre de risques avec ce personnage. Ils se permettent des pistes et rétropédalent très rapidement. Le pire exemple, c'était le Superior Spider-Man, où on avait un Docteur Octopus en phase terminale de cancer, enfin il était à l'agonie, et par le biais d'un dispositif scientifique dont il a le secret, parce que le mec reste quand même une super tronche, il arrive à mind swapper, enfin à faire un échange d'esprit entre Peter Parker et lui. Du coup, Peter Parker se retrouve dans le corps de Octopus mourant, et Otto Octavius devient un Spider-Man, devient un supérieur Spider-Man. Il va mettre son intelligence euh, alors au départ à son profit, et puis il va avoir un espèce de cas de conscience. Il va être un Superman supérieur, quoi. Et c'était génial parce que ça dynamisait un petit peu le statu quo qui était maintenu par Marvel pendant pas mal de temps. Mais malheureusement, ils ont très vite rétro-pédalé et du coup, l'esprit de Spider-Man, l'esprit de Peter Parker était toujours là. Enfin, je spoil, hein, je suis désolé, mais après, si vous voulez vous pencher sur le run, il reste très très cool parce que ça reste du Humberto Ramos qui est mon mentor en partie parce que j'aime beaucoup son style graphique. On y reviendra dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, ouais, c'était très dommage. Et là, du coup, l'univers d'Ultimate Spider-Man, parce que c'est le sujet du jour, offrait une nouvelle perspective et restait là-dessus. C'est-à-dire que Bendis avait le coup des franches, se permettait des runs absolument incroyables. Pour vous donner un exemple concret, euh, alors j'ai pas de comics avec moi, petite parenthèse, j'ai pas de comics avec moi pour la simple et bonne raison que ils sont rangés, ils sont stockés et que si je dois les sortir, ça va être le merdier et j'habite dans une petite maison. Voilà. L'exemple que je vais vous donner, il y a un run, c'est le run sur Venom. Alors Venom, dans la ligne éditoriale classique, c'est une entité venue de l'espace que Spider-Man récupère et ramène sur Terre. Dans la lignée Ultimate, c'est un produit qui a été façonné artificiellement par Benjamin Parker, le père de Peter Parker, et le père de Eddie Brock, dont j'ai malheureusement bouffé encore le nom. Ça fait 4 ou 5 vidéos, je crois, que je tourne d'affilée et je me rends compte que je commence à avoir des trous de mémoire au niveau des noms, alors que d'habitude, j'ai les refs très rapidement. C'est inquiétant. Bref, dans l'univers Ultimate, ce n'est pas une entité extraterrestre, c'est une solution pharmaceutique. Parce qu'en fait, les deux Toubib avaient créé ce liquide qui était censé, au moyen d'un caisson, était censé optimiser les facultés régénératrices du corps humain pour vaincre le cancer. Problème, au moment où Peter Parker entre en contact avec ce fameux liquide, ça va optimiser en fait ses pouvoirs arachnéens et ça va créer le fameux Venom. Et juste ça, je trouve ça très très intelligent de la part de Bendis parce que ça offre quelque chose de complètement différent. Ça permet de nouvelles pistes en termes d'histoire avec Eddie Brock. Et ça, c'était juste génial. Un autre exemple aussi, pour vous donner envie de lire Ultimate Spider-Man, le bouffon vert. Ce n'est pas la représentation qu'on a fait éventuellement Sam Raimi ou Mark Webb dans les films live avec respectivement Willem Dafoe et ah putain, j'ai pas le nom de l'acteur. L'acteur qui jouait dans l'excellent film Chronicle, que je recommanderais aussi à l'occasion d'une future vidéo. Ce n'est pas cet être affublé d'un costume, alors version plus ou moins Power Rangers pour la version Sam Raimi et la version Mark Webb un peu creepy.
Non, là on est sur un sérum qui te transforme un peu un peu comme Hulk, j'ai envie de dire. T'imagines un gobelin sous stéroïdes qui fait des bonds de malade et qui génère carrément des boules de plasma. Alors des boules de plasma plus ou moins en forme de citrouille pour rappeler un peu le côté gobelin. Et je trouvais ça génial. C'était, t'avais une vraie dichotomie entre le côté humain et le côté bouffon. C'était très loup-garesque, très lycanthropie. Et j'adore tout ce qui est loup-garou. Ça aussi, je reviendrai là-dessus à l'occasion de futures vidéos. Et ça, c'était super cool pour Ultimate Spider-Man. T'avais une réelle menace très très inquiétante parce que voilà, c'était Ultimate Spider-Man, c'était trop bien. Ça a duré très 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 longtemps. Alors après, c'était plus Mark Bagley, c'était Stuart Timonen qui avait repris au dessin. Alors au départ, ça m'avait déçu. J'étais là, oh non. Mark Bagley, j'étais habitué à son dessin, j'étais habitué à son crayonné, les superbes couvertures de Richard Izanov, voilà. Et à côté de ça, Stuart Timonen arrive et propose son style à lui. J'ai mis un moment à m'y faire. Et puis si, ça a matché de ouf. Ça a matché de ouf et à tel point que quand j'ai appris plus tard qu'il était avec Marte Gracia à la colo sur All New X-Men, c'était super. Alors en fait, je me rends compte avec le temps que auparavant j'adorais les continuités Marvel et DC Comics pour ce qu'elles étaient. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est de lire des histoires de ces personnages, mais revisitées. Donc ça va être du What If, ça va être du Elseworld pour DC Comics. Alors What If et Elseworld, c'est des choses qui sont hors continuité. Ils prennent des personnages et ils font, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, et si Superman n'était pas américain mais un russe communiste. Voilà. Ça se donne lieu à des trucs comme ça et pff, j'adore. J'adore vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une, euh, une double porte d'entrée, à savoir une double porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs, parce qu'ils vont pas discerner toutes les subtilités de l'histoire avec les petits easter eggs, les petits clins d'œil à l'univers classique. Et c'est une porte d'entrée pour le lecteur, le vieux lecteur que je suis, qui peut être fatigué, usé de lire toujours des sempiternelles confrontations Batman, Joker, etc., va lire un truc où, mettons, une histoire où euh, Batman n'est plus le gentil mais le méchant, et Joker n'est plus le méchant mais le gentil. Ça donnera lieu à White Knight de Sean Gordon Murphy, j'en parlerai dans une future vidéo. Et ça me plaît. C'est ça qui me plaît, c'est de lire des histoires qui vont bousculer les codes pour offrir leur propre aventure. Et ça, pour le coup, c'est ça qui me plaît vraiment dans le comics dit mainstream, les fameux Big Two que sont Marvel Comics et DC Comics. Et c'est pour ça que j'avais adoré Ultimate Spider-Man. C'était parce que Bendis pouvait raconter ses histoires sans que ça choque la continuité classique, parce que c'était la continuité Ultimate. Et du coup, ça apportait un vent de fraîcheur. C'était salutaire, vraiment. Et c'était des histoires décomplexées. Alors, c'était un vent de fraîcheur, mais ça ne l'empêchait pas de verser dans du drame très sombre, très profond. La mort d'un bouffon, moi je me rappelle que j'ai terminé le run, j'étais ravagé, ah ouais, c'était quelque chose de très très impressionnant. Mais à côté de ça, voilà, ça offrait des expériences de lecture. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Des expériences de lecture. Et avec Ultimate Spider-Man, c'est ce qu'on a. Et avec Ultimate X-Men, parce qu'ils ont fait Ultimate Spider-Man, ils ont fait aussi Ultimate X-Men, ils ont fait Ultimates, qui était le nouveau nom des Vengeurs, des Avengers, pardon. Moi j'ai toujours dit Vengeurs au départ. Parce que c'est comme ça que je les ai connus, et à la fin, ça m'a. Ouais, dire Avengers, j'ai mis un petit moment. Après, voilà, je m'y suis fait. Mais voilà, ces lignes éditoriales-là,
se permettait d'offrir des relectures complètement dingues pour Ultimate X-Men. Ultimate X-Men, c'était excellent, mais ça s'est très vite essoufflé. Parce que l'équipe éditoriale n'était pas toujours la même. Enfin, l'équipe créative, pardon, n'était pas toujours la même. Du coup, on a eu du Millar au scénario, on a eu du... Je crois qu'on a eu du Peter David aussi. Je dis peut-être des âneries, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Soyez indulgents, s'il vous plaît, merci. Mais à côté de ça, ça offrait, voilà, encore une fois, un nouveau vent de fraîcheur. Dans l'univers d'Ultimate X-Men, par exemple, Wolverine n'est pas une arme canadienne envoyée pour dézinguer Hulk et ensuite intégrer les X-Men parce que recruté, parce qu'il fallait chercher la première équipe emprisonnée sur l'île de Krakoa. Ça, c'est pour l'histoire classique. Dans l'histoire Ultimate, Wolverine, en fait, est un espion envoyé par Magneto pour faire péter l'équipe de Xavier de l'intérieur. Marvelous. Trop bien. Et c'était Andy Kubert au dessin. Et Andy Kubert, j'adore le style super punchy et super nerveux de ce monsieur. Donc ça, c'était pour l'univers Ultimate X-Men. Et pour l'univers Ultimate, donc la version contemporaine des Avengers, là, on avait des choses un peu plus trashouilles. Donc là, on avait du Mark Millar aussi. Je me rappelle que Hulk était cannibale à un moment donné. Il bouffait les gens. Alors ça se voyait pas parce que fallait que ça reste un peu tout public. Hank Pym battait sa femme. Thor était un peu alcoolo. Enfin, c'était très 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 euh, ouais, décomplexé dans le sens où voilà, on amène des tas de défauts aux héros et enfin c'était nouveau, c'était différent et ça faisait du bien. Voilà. Et Ultimate Spider-Man, pour moi, ça reste le meilleur souvenir que j'ai en termes de lecture parce que voilà, c'était arrivé un moment où je voulais me réintéresser au truc et c'était le cadeau. Alors je regarde beaucoup à côté parce que c'est le retour image qui est inversé, mais bon. La vidéo arrive à 17 minutes 34 secondes, je crois qu'il est temps d'arrêter. Parce que bon, face cam aussi longtemps, c'est chiant quand même. Merci si vous avez tenu jusque-là. Ça a été un plaisir de vous parler d'Ultimate Spider-Man. Si vous voulez vous jeter dessus, il faudra aller du côté de l'occasion. Évitez tout ce qui est plus spéculation. Je vois qu'il y a des offres absolument scandaleuses et honteuses à base de 100 et quelques euros pour quelques numéros à peine. C'est juste pas possible quoi. J'aimerais qu'il y ait des compendiums qui reprennent un petit peu tout ça. Je sais qu'il y avait une édition prestige, c'était des versions un peu plus épaisses avec un format un peu franco-belge, mais là encore je m'y retrouvais pas. Je sais que j'avais quelques numéros d'X-Men et de Spider-Man avant que je les revende. Mais à côté de ça, si vous voulez vous faire vraiment une bonne expérience sur le petit Peter Parker, je vous invite vraiment à lire Ultimate Spider-Man parce que ça, pour le coup, c'était vraiment chouette. Merci de m'avoir vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Je sais que je suis parti dans tous les sens, donc n'hésitez pas à me reprendre un petit peu dans la limite de la cordialité et de la politesse. Voilà. Je sais que je n'ai pas eu des rêves de ouf. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur Batman. Ça faisait longtemps. À bientôt. Ciao.